Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en méthodologie de recherche UE4 à l'attention non exclusive des étudiants de la section cadre de santé en PromSoc. Bienvenue dans mon bureau. Il est temps de commencer le cours ou plus exactement de le poursuivre. En effet, nous sommes depuis un épisode et il en reste 4 après celui-ci, occupés à nous intéresser dans le cadre du cours de méthodologie de recherche rattaché à l'unité d'enseignement numéro 4, à ces 5 méthodes qui vont concourir d'une manière ou d'une autre à votre épreuve intégrée et d'une manière certaine à la démarche opérationnelle de votre méso-EI. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la méthode clinique. On est bien de ce côté-ci du paradigme. Nous sommes dans le paradigme qualitatif, qualitativiste ai-je souvent dit, c'est la méthode la plus qualitative, ce qui ne signifie en rien qu'elle est uniquement subjective, elle est en tout cas subjectivante dans le recueil des données, on aura l'occasion de le souligner, y compris en essayant de mieux comprendre le terme, l'adjectif ici clinique, puisque c'est à la fois un adjectif et un substantif que nous connaissons bien entendu, que nous connaissons bien parce que nous avons nos habitus et nos habitudes de soignants hospitaliers, où le mot clinique est bel et bien dérivé d'un vieux mot grec signifiant lit, chevet si vous préférez, puisque la clinique c'est ce qui s'observe et s'interprète au chevet du patient. Alors, on pense directement à la médecine, bien entendu, on est déformé par nos habitus professionnels, je le répète, et on imagine très bien le recueil d'un certain nombre de symptômes et la pose d'un diagnostic et le choix d'un traitement, d'une thérapeutique si vous préférez. Ici, ça va être des choses que nous allons délibérément, et j'insisterai à plusieurs reprises, abandonner, et je soulignerai déjà le fait qu'ici, il y a le « et ». On a l'impression que dans un geste clinique, l'observation et l'interprétation sont concomitantes. Ici, premier impératif méthodologique, on va bel et bien distinguer cette phase d'observation et la phase d'interprétation, d'analyse. On va même étirer ce temps-là, puisque si c'est très qualitatif, il va falloir se donner et se doter d'un certain nombre de critères de rigueur. En voilà déjà un premier, c'est allonger le temps entre l'observation, qui va être très directe, très impliquante, je le redirai ça aussi, et l'analyse puis l'interprétation. Au plus ce temps est long, au plus on augmente la rigueur de cette méthode-là, vous l'aurez bien compris. Repérer des signes auprès, j'aime bien auprès, chez un sujet des signes. Voilà deux mots qui nous éloignent encore une fois de notre habitus, de notre façon de concevoir le mot clinique, et il y en aura d'autres raisons juste par la suite. C'est bel et bien récolter, après avoir repéré un certain nombre de signes, et j'ai bien dit signes et pas symptômes. Parce que qui dit symptômes, on va d'office s'aligner, ou plus exactement, je dois me tourner de l'autre côté, s'aligner vers un autre paradigme, et même on va quitter l'univers de la recherche pour rentrer dans l'univers de la médecine et des soins. Symptômes entraînent diagnostic qui entraîne thérapeutique. J'aurais même pu continuer en disant que cette approche-là aura tendance à objectiver le sujet, fût-il malade, comme un objet de soin, mais c'est un tout autre débat, même s'il est à l'occasion très utile de le repenser. Retenons comme signification propice à la suite du raisonnement que la méthode clinique va d'abord se porter à être à côté, au plus près, je disais juste avant, d'une personne ou de plusieurs personnes qui vont permettre l'élaboration de cette méthode. Avant d'en préciser les grands principes, il est prudent de distinguer ce qu'est la méthode clinique et ce qu'est la recherche clinique. La méthode clinique, c'est bel et bien celle qu'on va étudier ensemble aujourd'hui et qui est lourdement distincte, paradigmatiquement opposée à la recherche clinique. La recherche clinique, telle qu'elle s'applique dans les hôpitaux, qu'ils soient universitaires ou pas, d'ailleurs, cette recherche clinique relève bien de la méthode expérimentale qui est dans le paradigme le plus quantitatif où les statistiques vont régner en maître pour ne prendre que cette caractéristique-là, bien entendu. Donc, la méthode clinique ne doit pas être confondue avec la recherche clinique, puisque nous sommes dans deux univers fondamentalement différents où la place de l'humain
est fondamentalement différent et où l'implication distanciation est fondamentalement différente. Et on va bien entendu évoquer ces différences à plusieurs reprises en étudiant la méthode clinique comme en étudiant la méthode expérimentale. Avant de rentrer dans le détail, petite aparté, enfin petite, qui peut se révéler relativement fondamentale pour vous qui allez écouter, réviser vos notes, commencer à vous projeter dans l'élaboration de votre démarche opérationnelle de la méso-EI, bien entendu. Vous retrouverez pour chacune des 5 méthodes étudiées dans une succession de capsules vidéo ces 3 titres. Quel que soit le type de méthode, j'ai tenté de répondre à ces 3 questions. Assez logiquement, puisque nous sommes dans un cours de méthodologie, chaque méthode aura ses principes. Ces principes vont inévitablement donner des caractéristiques singulières à l'hypothèse et entraîner une succession d'étapes, de passages obligés, comme je l'appelle, à l'enfer, méthode et méthodologie en même temps, si vous vous souvenez de ce distinguo. Ça peut donc être utile de les repérer, de les comparer entre elles et de rechercher les sections, les points de chapitre, si vous préférez, que j'ajoute ou que je retire en fonction de la méthode. Ceci peut vous permettre de mieux comprendre une méthode, puis l'autre, puis l'autre. Il reste quand même comme méthode la plus efficace, c'est de vous projeter dans l'utilisation de chacune de ces méthodes, d'élaborer un certain nombre de questionnements, d'élaborer un certain nombre d'étapes aussi, bien entendu. On est bien dans de la projection. C'est fort utile pour mieux les comprendre et mieux les choisir par la suite, bien entendu. Intéressons-nous donc d'abord à la méthode clinique dans ses généralités. C'est sûr que pratique clinique, on pense d'office à un malade ou à plusieurs malades, à des patients ou des malades qui sont en demande thérapeutique ou pas, enfin bref, peu importe, puisque ça ne va pas vraiment être l'objet ici. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de prétention à guérir, il n'y a pas de prétention à faire un diagnostic, il n'y a pas de prétention à pouvoir prescrire un remède de quelconque, bien entendu. Et si j'insiste particulièrement sur cet aspect-là, c'est que ça représente un danger pour nous particulièrement, puisque nous sommes des soignants de base, comme même disent les jeunes maintenant. Nos habitudes professionnelles ont été largement installées et même consolidées par un certain nombre d'années, mais surtout d'expérience. C'est-à-dire que nous avons appris à mettre en œuvre une relation d'aide qui se veut thérapeutique dans un certain nombre de circonstances, mais en tout cas qui est d'aide. Et vous avez bien vu ma main qui allait dans ce sens-là. Sauf qu'ici, ce ne sera pas du tout ça. On ne veut rien apporter à l'autre, à la personne. Au contraire, on veut récolter un certain nombre de données, d'informations, à des fins d'enquête, à des fins de recherche. Ça viendra un tout petit peu plus tard. Vous le verrez, vous avez bien compris que le cheminement, d'ailleurs le mot apparaît déjà sur ma diapositive. Le but, c'est donc pas d'aider l'autre, c'est simplement, si je peux me permettre l'adverbe, de découvrir un cas clinique. Qu'est-ce donc que découvrir, sinon que ne pas savoir à quoi s'attendre, voilà un mot qu'on réutilisera aussi. Découvrir, c'est tout l'opposé de démontrer ou d'expliquer, et on va découvrir un cas clinique. Qu'est-ce qu'un cas clinique? Eh bien quelque chose qui pose un certain nombre de questions, qui permet une réflexion, qui va parfois permettre d'autres choses. Vous l'imaginerez dans chacune de vos situations. Pardon. Un cas clinique aussi important à souligner, c'est que si un cas clinique dans l'univers habituel de la médecine et des soins, c'est une personne, un cas clinique égale une personne, ici c'est pas forcément vrai. Un cas clinique peut parfois être élaboré à partir d'un certain nombre d'individus, de personnes. Ici on peut largement utiliser le mot personne. J'aurai l'occasion de le réutiliser quelques fois d'ailleurs, et ces personnes ne doivent pas être très très nombreuses en général. Si je reprends la notion d'échantillon, ici, point d'échantillon représentatif, des échantillons significatifs, très significatifs, trop significatifs diront forcément les partisans de l'autre paradigme, parfois un individu, parfois quelques individus, 2, 3, 4, grand maximum, en dessous de 5, si vous vous rappelez les chiffres fétiches, vont permettre d'élaborer un cas clinique. Ce cas clinique va être découvert, mais pas comme ça, ce serait trop brutal. On voit bien par la façon dont je vous les présente, et on retrouvera ça par la suite dans les passages obligés, qu'il y a un réel cheminement. Et un des marqueurs, un des révélateurs de ce cheminement, de cet accompagnement, j'aurais pu dire aussi, c'est un outil non négligeable de cette méthode, l'écoute, qui n'est pas forcément relevé de l'écoute dite
thérapeutique ou de l'écoute dite active, hein, puisque tout dépendra un tout petit peu de la situation face à laquelle vous serez confronté. Les principes, donc de manière plus précise maintenant, la méthode clinique va s'intéresser à un individu, éventuellement à un petit groupe, mais ça c'est déjà un peu plus compliqué, on pourrait en reparler dans une méthode plus sociologique bien entendu, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est de considérer l'autre comme un sujet, avec toutes ses caractéristiques de sujet, et entre autres sa singularité. J'aurais dû même commencer et insister par ce point parce que c'est sa singularité qui va être la raison pour laquelle nous allons porter notre attention, pourquoi nous allons nous mettre à côté de ce sujet et écouter son histoire, son récit de vie si vous préférez. Au plus cet individu est singulier, au plus le cas clinique pourra se mettre en place et donc réaliser l'objectif de cette méthode. Cet individu va se raconter, va vous raconter son histoire, va en raconter un certain nombre d'informations et déjà éléments que nous soulignerons quand nous étudierons les différentes techniques d'entretien, qui sont des outils, et un certain type d'entretien va se retrouver dans cette méthode-là. Hein, donc, un outil peut être en relation à plusieurs méthodes, bien entendu. Je reviens sur ce qui était inscrit ici, donc, et s'écoute raconter. On voit bien que c'est une construction, cette biographie. Quand ici je vous donne cours, quand j'évoque la matière, que je m'entends, je m'écoute même autant que possible, vous raconter, c'est ce que vont faire les sujets, surtout si vous les avez choisis pour leur singularité, pour des particularités, des spécificités, enfin je ne sais plus trop quel terme utiliser bien entendu, mais vous l'avez choisi, c'est lui que je veux bien entendu, et on aura l'occasion d'évoquer les manières de le choisir. C'est le narrateur principal de l'histoire. Il s'écoute aussi raconter, bien entendu, et va inévitablement élaborer un certain nombre d'adaptations. Petite parenthèse dont nous pourrons en reparler plus tardivement, bien entendu. Rester à l'écoute de son discours, ça reste quelque chose de relativement utile, y compris quand on présente sa méso-vie ou son épreuve intégrée, bien entendu. Ici, j'ai déjà lourdement insisté sur ce point, l'approche est la plus qualitative qu'on peut retrouver parmi les 5 méthodes. Elle est même hautement qualitative. Alors ça a des avantages, ça a des intérêts bien entendu, mais il faut aussi quelque part aller à souligner un certain nombre d'éléments. Les attendus, c'est vraiment pas quelque chose qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'un attendu? Alors c'est un mot qu'on va souvent utiliser aujourd'hui, qu'on retrouvera lors de votre UE7 bien entendu. L'attendu, c'est pas la surprise. Or ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'inattendu, à vrai dire. C'est-à-dire, découvrir, c'est forcément de l'inattendu. Si je ne découvre rien, c'est que je suis dans le registre de l'attendu. Autre manière de souligner le caractère qualitatif, c'est que la quantité de personnes interrogées, écoutées plus exactement, le nombre, l'effectif, si vous préférez un mot plus statistique, n'est en rien lié avec la fécondité. Là où on était dans l'univers de la quantité, où est-ce qu'il y a de plus en plus de cas, j'augmente les chances d'avoir raison. Je parle de manière un peu sommaire, bien entendu. Ici, que j'ai 1, 2, 3, 4, c'est pas ça qui est important, c'est surtout le fait d'avoir opté pour la singularité du sujet rencontré. Rencontre, l'entretien, c'est pas l'outil principal, on va en voir d'autres. C'est surtout un outil de recueil de données, mais c'est aussi une situation de rencontre. Et j'aurais parlé de subjectivité, j'aurais dû d'emblée parler d'intersubjectivité, et justement cette implication dans l'entretien, qui va être celle du chercheur, celui qui récolte les informations, peut être un biais, est un biais bien entendu, puisqu'il va être tenté d'influencer, parfois d'intervenir, surtout s'il est soignant. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce donc qu'un cas clinique, évoqué tout à l'heure? Regardez bien aussi la façon dont j'ai écrit ça sur la diapositive. Le cas clinique va être résumé, si je peux utiliser ce terme-là, par un certain nombre d'attendus qui ne sont pas, bien entendu, les éléments principaux du cas clinique, c'est bien mettre en évidence un certain nombre d'inattendus. Tout à l'heure, j'ai opposé la méthode expérimentale à cette méthode clinique. Eh bien, dans une méthode expérimentale, hautement quantitative, si vous avez bien écouté l'adjectif, c'est pile l'inverse. Les inattendus, on va au contraire les oublier, voire même les faire disparaître et mettre en évidence
les attendus, voire même n'en avoir un seul attendu. Poursuivons avec ces principes de la méthode clinique. J'ai soulevé cette implication. Imaginez quand vous vous portez au chevet de quelqu'un, quand vous allez l'écouter dans sa singularité, pour reprendre le mot qui est là tout en haut, cette implication est inévitablement un élément caractéristique, à la fois un atout, mais aussi une arme à double tranchant quelque part, puisque cette implication va être inévitablement un outil pour la récolte de données. La relation de confiance est bien entendu quelque chose qui va être utile, mais inévitablement, ça peut parfois entraîner un certain nombre d'effets. D'effets sur celui qui reçoit l'information et un effet sur l'interviewé, puisqu'on peut de temps en temps utiliser ce terme-là, bien entendu. Il y a aussi une dimension non négligeable dans l'écoute, puisque écouter, on pense que c'est la parole, mais on peut être à l'écoute aussi du langage non verbal ou du paralangage. Enfin, bref, il y a toute une série d'éléments dont nous reparlerons dans l'observation qui restent relativement difficiles à interpeller, à interroger, à interpréter pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Vous avez vu le temps que j'ai fait pour rappeler que le prolongement des différentes phases va augmenter le caractère de rigueur dans l'utilisation de cette méthode-là, bien entendu. La réflexivité, voilà un mot qui pourrait être largement utile. Alors la réflexivité, c'est pas nécessairement répondre à ces personnes-là, c'est pouvoir l'interroger, y compris, et je dirais même mieux, a posteriori. Si je vous faisais remarquer votre position, si vous me faisiez remarquer un geste que j'ai fait, il y a de fortes chances que ça aura une influence sur mon discours et inévitablement, ça poserait un certain nombre de conséquences. Conséquence de mes interventions, ralentir le flux du discours, altérer la capacité d'écoute de l'individu qui se rencontre. Ça veut dire qu'ici, une des compétences attendues du chercheur qui écoute, c'est de savoir se taire. Et quand je dis se taire, c'est pas seulement ne pas parler ou intervenir le moins possible. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure de l'écoute active, c'est pas de l'écoute inactive pour autant, il faut s'entendre sur le sens de l'adjectif, bien entendu. Mais se taire, c'est aussi s'empêcher d'influencer l'autre dans son discours, s'empêcher aussi d'être dans l'aide, qu'elle soit thérapeutique ou pas, comme je le disais tout à l'heure. Il y a bel et bien une dimension éthique dans ce genre d'utilisation de méthode, pardon. C'est, voilà, je me porte au plus près de quelqu'un, je l'ai choisi pour ses singularités, qu'elles soient en accord ou pas avec mes a priori et mes représentations sociales, c'est pas là le débat, mais il faut quand même que cette réflexion éthique ait été négociée d'abord avec soi-même, négocier avec l'autre. Vous n'êtes en aucun cas, qu'est-ce que j'ai insisté sur cet aspect-là, vous n'êtes en aucun cas dans cette posture du thérapeute. Vous n'êtes pas là pour l'aider, vous êtes juste là pour récolter des informations, bien entendu. On va même retrouver ça dans les entretiens les plus qualitatifs. La réflexion éthique, elle est au moins dans une sorte de contractualisation dont il reste le client, dont il reste le roi, pour reprendre une expression connue dans l'univers du commerce, bien entendu, c'est que l'entretien s'arrête, l'enquête s'arrête si l'autre ne veut plus y participer, bien entendu. On est bien dans cette démarche-là, bien entendu. Qu'est-ce que je vais faire de ce récit? Qu'est-ce que je vais faire de l'expression de celui-ci, donc, puisque on va voir par la suite avec un outil qui s'appelle l'analyse de contenu dans l'UE7 toujours, que recevoir du récit, c'est recevoir bien plus que des mots. On vient de parler d'ailleurs du non-verbal dans la diapositive suivante. On va tenter, parce que c'est souvent tenter, de comprendre ce que l'autre veut me dire. Qu'est-ce qu'il utilise comme moyen pour le dire? Que veut-il me dire en utilisant ces moyens-là? Et bien entendu, pouvoir découvrir, pour les comprendre, bien entendu, des inattendus. Je reviendrai souvent sur cette distinction, particulièrement dans l'analyse de contenu auquel je viens faire allusion. Eh bien, pour être plus attentif aux inattendus, je dis bien, il faut quelque part avoir reparé les attendus. Si je sais à quoi m'attendre, je peux quelque part, hop, ça c'est bon, ils y sont, je vais pouvoir plus me concentrer, être à l'écoute sur ces inattendus, bien entendu. De toute manière, la réflexivité, elle va être organisée, mais pas dans l'immédiateté de l'entretien, vous l'avez bien compris. Ça veut dire qu'il y a bel et bien un processus qui va traiter le contenu. On va voir que dans le contenu, il y a aussi de l'expression, de l'énonciation, toute une série d'éléments qui vont nous permettre certes de repérer les attendus, comme je viens de dire,
et encore mieux d'identifier de l'inattendu qui va pouvoir générer un certain nombre de questionnements que voici bien entendu et qui sont proprement phénoménologiques. Ça veut dire qu'ici, pas d'enjeu de généralisation, surtout pas. Relisez la balise epsilon sur ces questions-là, bien entendu. Ici, on est bien dans la découverte, discerner des problématiques de santé qui auraient été, par exemple, occultées par une forme de standardisation. Autre manière aussi d'interroger des pratiques qui sont, et on le sait dans nos univers accrédités ou en cours d'accréditation, très standardisés, encore une fois. Standardisé, c'est un mot qu'on va utiliser dans notre paradigme, bien entendu. Est-ce que cette pratique est valable, adéquate pour tout le monde? Parfois, chercher un élément qui fait exception à une règle générale, ça peut être un outil, un objet plus exactement, d'étude de la méthode clinique, bien entendu. L'intérêt final, si je peux dire, c'est bien entendu de poursuivre une réflexion, parce que c'est le seul moyen de faire évoluer une prise en charge, que la prise en charge relève du soin, de l'éducation, ou plus exactement de l'encadrement en ce qui vous concerne, bien entendu. Il est temps de nous poser la question du statut de l'hypothèse. Hypothèse ou problématique si vous préférez. La considérer, l'hypothèse, au sens habituel du terme, comme un a priori, ce serait en réalité un frein, voire même contrecarrer la démarche de l'accompagnement et de l'écoute, de l'élucidation d'un certain nombre d'inattendus. Si j'ai une hypothèse trop établie avant, je ne vais pas pouvoir percevoir les inattendus et être donc dans l'incapacité de révéler, si vous me permettez ce terme un peu excessif toutefois, de révéler le cas clinique. On est bel et bien un peu comme des archéologues. C'est d'ailleurs une image que je réutiliserai un tout petit peu plus tard. Il sait qu'il cherche, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver, à vrai dire. C'est un tout petit peu comme ça que je pourrais résumer de manière un peu simplifiante la méthode clinique, bien entendu, puisqu'elle n'a vraiment pas, mais vraiment pas du tout comme enjeu de confirmer ou d'infirmer une hypothèse, de la valider ou de l'invalider, si vous préférez que j'utilise ces termes-là. Néanmoins, au fil de l'écoute, au fil de la réception du discours de l'autre, un certain nombre d'hypothèses, j'ai bien dit un certain nombre d'hypothèses, vont pouvoir s'élaborer au fil de la démarche. Et c'est toutes ces hypothèses qui vont permettre le cheminement, l'analyse, puis l'interprétation du cas clinique par la suite. On voit bien que tout ça nécessite du cheminement, de l'élaboration, du fil de la démarche. C'est pas du tout mécanique, comme on a pu le dire. J'aurais pu utiliser le mot biologique. Les hypothèses, donc ces hypothèses très indéterminées, vous avez vu l'article juste avant, ces hypothèses font bel et bien partie de l'analyse et plus encore de l'interprétation. C'est l'interprétation d'une méthode clinique n'est en réalité souvent que de l'ordre du questionnement. Mais vous savez aussi la force du questionnement, y compris pour remettre sur la table des évidences, pour remettre sur la table une autre forme de recherche par la suite. Rappelez-vous cette spirale, bien entendu. On pourrait presque dire que une hypothèse, au sens où on va l'entendre dans d'autres méthodes, est parfois le fruit de la méthode clinique. Donc, la méthode clinique peut à la fois interroger des pratiques installées, standardisées, je disais tout à l'heure, ou au contraire, le cas clinique va pouvoir donner naissance à une autre approche, y compris de l'autre paradigme, bien entendu. C'est d'ailleurs assez fréquent que le fruit d'une méthode clinique va remettre sur la table l'intérêt d'une méthode différentielle, par exemple. Tout ça pour vous aider à trouver de la place à chacune de ces méthodes, y compris sur le curseur que nous avons eu l'habitude d'élaborer. Cette méthode, pardon, si je reprends le fil, puisque la diapositive a changé, passons donc maintenant au passage obligé, donc aux différentes étapes que constitue chacune de ces méthodes, et ici la méthode clinique. Rappelez-vous tout l'intérêt d'avoir un titre sur une diapositive, bien entendu. Alors, le premier passage obligé, quelle que soit la méthode, sera toujours le même, puisqu'il est impossible de mettre en marche une recherche, de mettre en œuvre une méthode et de mobiliser un certain nombre d'outils sans avoir défini une question de recherche. Question de recherche, problématique, voilà un mot que nous avons progressivement appris à bien connaître. Inévitablement, cette problématique ne doit pas contenir de relation de cause à effet, puisque la relation de cause à effet sera l'objet du paradigme diamétralement opposé et d'une méthode diamétralement opposée à la méthode clinique, la méthode expérimentale. Sous-entendu ici, l'exemple qui est devant vous est en réalité un contre-exemple,
puisque si vous avez lu cette problématique, que vous retrouvez d'ailleurs, je crois, dans le cours, vous interdisez quelque part la découverte. Vous empêchez le ou les cas cliniques de se révéler, bien entendu, puisque vous instaurez un rapport entre une variable de cause et une variable une explication. Or, ce n'est pas du tout l'enjeu de cette méthode d'expliquer, c'est bel et bien de découvrir. On est fondamentalement différents. Je vous en propose une autre, avec tout l'intérêt, bien entendu, de jouer du pluriel, d'adapter un certain nombre de mots, et un mot qui est à la fois toujours au singulier ou toujours au pluriel, je vais plutôt dire toujours au pluriel, c'est le mot sens, bien entendu. Chacun aura son sens, chacun le comprendra et le fera comprendre à cette manière. Alors, il y a néanmoins toujours une démarche conceptuelle ou un cadre théorique qui peut être utile et qui va servir de profilage. On va justement aller choisir des personnes pour leur singularité. Ici, je ne fais pas le geste pour les paradigmes, mais j'aurais pu prendre un mot très statistique. On va plutôt aller fouiller dans les écarts-types les plus éloignés de la moyenne. Si vous vous rappelez la courbe de Gauss, si pas, on renforcera les informations d'un point de vue statistique. On aura l'occasion, rassurez-vous. Le profilage va permettre non seulement de choisir l'individu ou les individus qui vont faire partie de ce micro-échantillon très significatif de la méthode clinique, bien entendu, va aussi parfois permettre une première approche de l'entretien, des entretiens, parce qu'ils vont souvent être ou prolongés ou multipliés, ces entretiens, histoire, parce que ce cadre théorique va me permettre, entre autres, de rapidement repérer les attendus. Il me reste, c'est le gros morceau quelque part, à construire ce dispositif de recherche où la rencontre et l'écoute, donc la rencontre c'est l'entretien, l'écoute c'est le moyen de récolter des informations au cours de cette rencontre, bien entendu, va nécessiter un certain nombre d'explicitations. C'est-à-dire que expliciter le comment et plus exactement le pourquoi j'ai choisi tel dispositif va donner de la consistance, de la rigueur et donc de la méthodologie. Ce dispositif doit donc préciser un certain nombre d'éléments. Comment ai-je choisi les individus, le lieu dans lequel ça va se faire, comment les entretiens ont été planifiés, comment ils ont été organisés, quelles sont les conditions dans lesquelles ils se réalisent, puisque ces conditions vont bien entendu avoir des conséquences sur la suite. Je reprends deux exemples dans des univers que nous pouvons tous connaître, et vous voyez bien que la temporalité est une question non négligeable dans ce genre d'entretien, puisque on va parler d'entretiens beaucoup plus longs dans la méthode clinique que dans d'autres méthodes. Je rappelle à l'occasion donc qu'un outil n'est pas strictement lié à une méthode, mais les caractéristiques de l'outil vont, elles, être liées à une méthode. Ici, les entretiens, je le disais juste avant, vont être soit beaucoup plus longs ou répétés. C'est les deux cas de figure que j'ai ici observé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on soulignera dans une balise dédiée à l'observation dans l'UE7. Il faudra aussi préciser les modalités pour accéder à ce terrain et les supports d'écoute. Rappelez-vous ce questionnement éthique, je n'ai pas le droit d'enregistrer son et ou image d'un individu sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé. À vous de l'éclairer. D'ailleurs, libre, c'est un mot pour lequel on reviendra. Une des vraies grandes difficultés, je pense, une des vraies grandes difficultés de la méthode clinique et de l'entretien qui s'y rapporte, c'est la question avec laquelle je commence l'entretien. Et je ne dis pas la première question, je dis bien la question inaugurale, celle qui va inaugurer l'entretien, qui va aussi déterminer le déroulement et le juste recueil et la confiance et l'écoute et l'accompagnement, le cheminement, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment l'exercice le plus délicat. Et je rappelle toute l'importance du pré-test. On a vu ça en statistique. Le pré-test, c'est un moyen de vérifier si l'outil correspond bien, si l'outil est fiable pour le travail auquel on le destine. Eh bien, il y a entre autres à pré-tester pas mal de choses. On aura l'occasion de creuser ça, mais de pré-tester l'efficacité, j'aurais pu dire ça comme ça, de la question inaugurale. Vraiment, l'exercice est difficile. Continuons, même si la diapositive n'est pas animée, puisqu'il faudra conduire les entretiens. Je rajoute la caractéristique non directif. Les entretiens non directifs sont aussi appelés entretiens libres. Voilà pourquoi je vous parlais de libre et de liberté juste avant, c'est-à-dire que l'individu va
devoir trouver un contexte suffisamment libérateur pour qu'il puisse exprimer son histoire sans ressentir l'influence, le jugement. On va évoquer tout ça dans les balises dédiées aux entretiens, à ces outils qu'on appelle l'entretien. Ici, l'entretien est non directif. La directivité, c'est forcément influencer l'autre et on s'éloigne forcément du paradigme qualitativiste évoqué par cette méthode ici. On retrouve aussi dans les éléments de méthode la retranscription. Ça veut dire qu'un entretien nécessite de pouvoir être retranscrit. Je rajouterai vite un adverbe intégralement. Ça veut dire que l'entretien clinique nécessite une retranscription intégrale, y compris avec les éléments non verbaux, paraverbaux, mais aussi les interventions éventuelles, les plus éventuelles possibles du chercheur, bien entendu, pour éventuellement pouvoir obtenir une explicitation. Chaque fois que vous réclamerez un retour, que vous réclamerez une explicitation de la personne interrogée, vous risquez d'être inévitablement directif par le jugement dans lequel vous allez vous placer. D'ailleurs, le point souvent le souligne, puisque quand je dis travailler son implication, c'est est-ce que par mon attitude, verbale ou non verbale, n'ai-je pas été trop impliquant, influençant, j'aurais pu dire, le discours de l'autre, bien entendu. Les entretiens, surtout s'ils ont été longs, surtout si la confiance s'est accordée, et on a bien dit qu'elle était à double tranchant, hein. Installer une relation de confiance, c'est bien pour récolter de l'information, surtout si elle se veut la plus fiable possible, à des fins d'interprétation clinique ici. Il peut être essentiel, bien entendu, de clôturer ces rencontres, de clôturer ces entretiens, puisque cette sphère de subjectivité, d'intersubjectivité, je dis tout à l'heure, va suivre, bien entendu, et vous avez vu là à nouveau une succession d'énumérations privilégiant non bien un temps long pour l'analyse et puis l'interprétation. Il existe de nombreux moyens de le faire, on le verra en temps voulu avec l'analyse de contenu. On va bien entendu analyser l'intégralité, ça veut dire beaucoup d'informations, donc il faudra du temps déjà pour toutes ces informations-là. On va inévitablement repérer progressivement l'orientation qu'a pris le discours de l'autre, les réorientations. N'oubliez pas que la personne s'écoute raconter, mais aussi ses réactions, y compris par rapport à vos attitudes, vos interventions doivent être donc décryptées, pour reprendre un mot qui est là juste au-dessus. Vous pouvez bien entendu convoquer d'autres théories. Quand je dis d'autres théories par rapport au cadre théorique qui aurait servi de profilage au début de cette méthode-là, ça veut dire que parfois, la méthode clinique, les entretiens cliniques, le cas clinique va apporter des éléments théoriques ou suggérer des apports théoriques auxquels vous n'avez pas pensé avant. Ah mais oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Merci, le cas clinique. D'ailleurs, un certain nombre d'étudiants empruntent cette voie-là qui peut avoir un certain nombre d'intérêts. Alors, puisqu'on parle de théorie, les théories vont nous permettre d'identifier le prévisible. Et si je suis en capacité d'identifier le prévisible, je vais pouvoir encore mieux repérer le caractère imprévisible, les inattendus, puisque c'est la conjonction du prévisible et des imprévisibles qui vont permettre la description du cas clinique, particulièrement dans ces éléments particuliers. Vous voyez comme quoi particulier, singularité, ce sont bien des éléments qui caractérisent cette méthode-là, bien entendu. Viendra le temps de l'interprétation, bien entendu, interprétation qui est bien entendu beaucoup plus positionnante. Pour conclure sur cette méthode, on est bien toujours sur une production de savoir. Là, c'est une généralité avec laquelle je commence ma conclusion, puisque toute méthode produit un savoir, mais chaque méthode produit un savoir particulier. La même problématique, ça va être votre cas. Eh bien, le savoir qu'une méthode peut générer, va fondamentalement être différente d'une autre méthode. C'est sûr qu'on peut les mettre en concurrence, ces savoirs. C'est bien ce que fait la science, privilégiant certaines méthodes plutôt que d'autres. Ici, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Mais ce savoir, il interroge en tout cas le rapport entre le sujet interrogé, les sujets interrogés et la problématique. Mais n'oubliez pas aussi que dans la liste du sujet, il y a également le chercheur. C'est inévitablement quelque chose de beaucoup plus exposant, si je peux le dire de cette manière-là. Non seulement l'écoute nous expose à notre identité
en la confrontant à l'identité de l'autre. C'est pas forcément facile d'écouter un autre, surtout s'il n'a pas du tout les mêmes opinions, les mêmes idées que moi. Et il y a parfois un réel intérêt de rencontrer des personnes avec lesquelles on ne peut pas s'entendre quelque part, quel que soit le registre, ou plus exactement ici la problématique, bien entendu. L'écoute va néanmoins permettre de récolter des informations riches qui, bien traitées, peuvent participer au développement d'une compréhension qui peut elle-même réinterroger des pratiques, surtout si elles sont très standardisées, permettre une meilleure adaptation des services rendus, qu'elles soient de l'ordre du management ou de l'intégrité. Cette question de cette singularité est quand même un élément principal de cette méthode, même si dans notre époque, on n'aime pas trop la singularité. Enfin, c'est un petit peu le discours ambivalent du moment de société dans lequel on se trouve. Mais cette méthode clinique, par les éléments de singularité, tiens, qu'est-ce qu'il me raconte là, peut nous amener donc à un certain nombre de questionnements qui interrogent inévitablement la mesure du conformisme présent. Les éléments singuliers interrogent le conformisme. Mais vous vous rappeler un élément de notre cours de psychosociologie, n'a-t-on pas dit un jour que la créativité était un élément non conforme? Donc, chercher des individus créatifs, chercher des individus proches du cas clinique vont forcément apporter des informations qui vont apporter aussi du questionnement, de l'interrogation. Un cas clinique, sa première fonction, sa première finalité plus exactement, c'est bel et bien d'interroger, de réinterroger un certain nombre de choses, y compris de l'ordre du pratique, que ces pratiques soient des pratiques de soins ou de management, bien entendu. Nous voilà à la fin du cours et on retrouve bien nos paradigmes, puisque si un cas clinique interroge des pratiques systématiques et de standardisation, c'est qu'ici nous sommes dans les univers les plus quantitatifs, à l'opposé bien entendu de cette méthode-là. Et encore une fois, il peut être intéressant de jouer des deux plateaux de la balance, de pouvoir faire circuler le curseur sur les continuums, donc dans un excès de conformisme, dans un excès de systématique et de standardisation, le cas clinique et donc la méthode clinique va nous amener à un certain nombre de questionnements. N'oubliez pas que pouvoir poser des questions, utiliser une méthode pour renforcer ce questionnement garde un sens, y compris dans une démarche de recherche. Je vous rappelle que ces 5 méthodes vont apporter à chacune à leur manière un regard singulier, puisque c'est l'adjectif du jour, sur votre problématique et c'est bien tout ce que je vous souhaite. À bientôt pour une autre méthode. Travaillez bien.